Salut Fury Bros avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle des 16e de finale de la Coupe du Monde avec Freddy aujourd'hui. Et voilà, sans plus tarder, c'est parti. On a eu des matchs vraiment alléchants. On a eu c'est un round, vraiment, cette Coupe du Monde là, elle est folle. Les gars, comme d'habitude, laissez-nous un thumbs up, laissez-nous un gros pouce, un gros like s'il vous plaît. Abonnez-vous à notre nouvelle page Fury Bros FR, là où nous parlons de tout en français. Et aussi, hey, come on, man. Partagez la vidéo, man. Partagez la vidéo. Alors, Freddy, on va commencer. Et je pense qu'on n'a qu'une seule première destination. C'est, bien entendu, l'Argentine 3, Égypte 2, match complètement fou avec, avec vraiment tout ce que tu veux. Il y a eu la polémique, il y a eu la frayeur pour l'Argentine, bien sûr. Et il y a eu des Égyptiens qui sont très bien entrés dans leur match, et qui avaient un game plan qui a failli marcher. Il y a aussi les cris à la corruption, les cris à l'abus, voilà. Des choses qu'on n'a jamais vues du tout dans le foot dans ce match. Donc, on va en parler. Alors, 3-2 pour l'Argentine, comme je l'ai dit tantôt. L'Argentine qui était menée jusqu'à 2-0. Elle revient vraiment en fin de rencontre à partir de la 80e jusqu'à la 92e pour remporter ce match. On dira d'un côté que c'est la rage de champion, mais on dira aussi que vraiment ça se fait très peur. Et avant de rentrer dans les temps forts de ce match, comment tu as vécu ce match? Ce match était incroyable, c'était un match de fou. À la deuxième mi-temps, tu te dis, ah ouais, l'Égypte a fait le gros coup, c'est bon, ils vont tout remballer, on continue l'aventure, on chasse l'Argentine. Ça allait être une victoire vraiment historique pour l'Égypte. Et là, c'était jusqu'à la 60e minute, 70e minute, tout est clean, tout est bon, tout se passe bien pour l'Égypte. Et comme tu as dit, à partir de la 80e, les dernières 10-15 minutes, la folie s'installe dans ce match-là, complètement. Avant ça, ce qui a vraiment, comment on dit ça, mais initié un peu la panique, c'est le but refusé, le deuxième but refusé de l'Égypte. Et ça avait déjà fâché beaucoup. Et après ça, l'Égypte, malgré tout, arrive à mettre son deuxième but. Et à partir de là, comme je l'ai dit, c'est la folie, en fait. C'est la folie. Romero revient dans le match. Après, c'est Messi. Et après, il y a Monsieur Enzo qui vient tuer le match. Donc, ouais, une fin de match de folie, en fait. Fin de match de folie. Et comme tu le vois, qu'on va en parler, hein, ce premier point de controverse, si tu veux, c'est ce deuxième but refusé par la VAR, le deuxième but égyptien. Qu'est-ce que tu as pensé sur cette action-là? C'est difficile à dire, Est-ce qu'il y a faute? Apparemment pas à l'œil nu, en fait. À l'œil nu, moi, j'ai rien vu. Je me suis dit, de quoi Martinez veut se plaindre là? Mais tu reviens, tu zoomes, tu mets en moins 5 la vitesse et tout, tu ralentis, tu fais toutes les analyses possibles, tu vois qu'il y a un petit contact. Ce que la plupart des gens regrettent, c'est que ça a pris complètement, pratiquement, on peut dire 2-3 minutes pour que l'arbitre revienne à ça. Okay? Donc, il y a plein de discours qui se passent dessus. Moi, personnellement, quand je regarde bien, je vois qu'il y a faute, mais est-ce que c'est pas déjà passé? Tu vois? Ouais, la question d'arbitrage, c'est vraiment la chose qui divise le plus. Donc, ouais, franchement, moi, ce qui me dérange le plus, c'est le manque de consistance. Et on en parle tout le temps. Et dans ce match-là, il y a l'exemple parfait, en fait. Donc, après cet événement, il y a celui qui a suivi. Et je sais qu'on va en parler aussi. Ouais, comme on a celui-là. Bon, pour moi, il y a faute déjà au départ. Ouais. Ça, c'est pas contestable qu'il y ait la faute. Mais pour moi, le but devait être accordé. Parce que la faute se passe tellement longtemps avant que tout se passe. Et puis, c'est tellement loin. Tellement loin. Et les Argentins ont beaucoup d'opportunités, ont tellement le temps de réparer cette erreur-là. Ouais. Et bon, il y a le slalom de, comment il s'appelle le gars, qui était vraiment intenable dans ce match. Hassan. Ouais, on l'appelait le noir égyptien, là. Hassan, voilà, c'est ça. Ouais. Il remonte le ballon tout le terrain. Tout le terrain, pratiquement. Et pour moi, ce but-là devait être validé pour les Égyptiens.
Et bon, je suis d'accord qu'il crie au scandale, mais dans la physionomie des choses, c'était pas vraiment un point tellement pertinent parce que juste dans la même foulée, les Égyptiens ressortent et ils vont remarquer ce but-là. Ouais. Donc, bon, est-ce que là, est-ce qu'il y a vraiment un problème particulier ici? Peut-être, bon, voilà, ce but-là est refusé et puis l'Argentine revient, ils égalisent et puis ils vont gagner. Bon, voilà, bon, moi, je peux le dire. Mais vous êtes toujours en position de force. Bon, on va nous dire que, ah non, mais ça pouvait être 3-0. Mais ça pouvait être 10, ça pouvait être 20. Voilà, ça, ce sont des grosses suppositions. Qu'est-ce qui vous dit que l'Égypte, après ce but-là, n'allait pas aller se coucher derrière comme ils l'ont fait quand ils ont marqué le deuxième but de toute façon. Ouais. Voilà, donc pour moi, c'est vrai que là, le but devait être accordé, mais dans la foulée, juste derrière, c'est quoi? 2-3 minutes après où le gars part et il marque. Pour moi, il n'y a pas de discours là. Quoi. Voilà, le gars, il a marqué, il y avait 2-0. À vous de gérer votre match. C'est clair. C'est clair. Je suis complètement d'accord avec ça. Franchement, là où les Égyptiens sont vraiment en colère, je pense, c'est plutôt le fait que après le premier but, tu sentais déjà qu'il y avait un peu de panique du côté égyptien. Les Argentins, ils sont revenus en confiance de fou. Ils ont commencé à mettre la pression. Les Égyptiens, ils regressent. Et voilà quoi, c'est comme tu as dit, ils avaient le contrôle. Vous êtes à 2-0, il reste 10-15 minutes. Et voilà quoi, le but vient, c'est la panique. Et à partir de là, là où les Égyptiens sont vraiment en colère, c'est la supposée faute sur Salah. N'est-ce pas? Parce qu'ils se disent que quoi? C'est pareil. Ils se disent à l'œil nu que c'est pareil que ce qui s'est passé avec Martinez. Man, quand tu regardes là, c'est difficile à voir. C'est même pas du tout pareil. Je comprends pas. C'est celui qui pense qu'il y a faute là, et il connaît pas le foot, et il faut changer de. Pour moi, il ne connaît pas le foot, il faut changer de discipline. Regarde un autre sport, parce que là, il n'y a absolument pas faute. Le gars récupère le ballon, c'est clair et net pour tout le monde. Et là où ils vont dire que Salah, le gars cogne le pied de Salah, si tu regardes bien l'action, c'est Salah dans son action qui bouge son pied. Le gars, lui, son pied est planté par terre. Ouais. Et c'est Salah, lui, son pied qui vient cogner le pied de l'autre. Et Salah se jette. Et il cherche la faute. Il n'y a vraiment pas faute pour moi sur ce truc-là. Je ne vois pas où, pourquoi il y a tout ce... les gars sont pas contents. Les gars sont pas contents. Non, mais ils sont pas contents. Bien sûr qu'ils ne sont pas contents, mais ils devraient se blâmer eux-mêmes. Plus, ouais. Ils devraient se blâmer eux-mêmes parce que vous avez un match que vous tenez en main. Jusqu'à la 80e minute, le match, vous tenez le match en main. Et après, ce qui se passe après, comment est-ce que vous êtes regroupés à pratiquement à 11 dans votre surface de réparation et Romero a tout cet espace-là pour marquer le premier but. Et après le premier but, bon là, vous êtes dans les problèmes parce que là, vous avez donné la confiance vraiment à l'Argentine pour revenir dans le score. Et puis, bon, quand ils ont Messi. Hein. On ne va même pas trop en parler. Pour moi, c'est des situations enfantines. Comment est-ce que Messi se retrouve tout seul comme ça dans la surface de réparation alors que vous êtes tous regroupés là et à la fin. Le dernier but, oh là là. Mais à 2-2, vous êtes toujours dans le match. Ouais. Mais le repli défensif, il était minable. Il n'y avait aucun repli défensif. Vous êtes à la dernière minute. Comme on dit en anglais, vous devez bust the gap pour revenir au moins sauver cet avantage-là pour aller aux prolongations. Mais non, les gars sont restés là, se morfondent. Et ce qui montre qu'il n'y avait vraiment pas faute. Parce qu'il y a une autre vidéo, je ne sais pas si tu l'as vu. Il y a une autre vidéo qui passe. Il y a une autre vidéo qui passe qui montre le banc égyptien dans cette action-là avec Salah. Et le banc égyptien, quand Salah perd le ballon, parce que moi j'appelle ça une perte de ballon, on n'a pas fait de faute du tout, le banc égyptien ne réagit pas. Le banc égyptien ne réagit pas du tout. L'Argentine va en contre-attaque. Et il y a Martinez qui fait le centre. Enzo qui marque le but. Ils ont tous la main sur la tête. Ils réalisent qu'au fait, ils ont perdu le match. Et il y a au moins 2-3 secondes de pause. Et il y a un Égyptien qui quitte de je ne sais où. Mais il y avait faute. Tout le monde maintenant se rue sur l'arbitre, sur le 4e arbitre pour dire qu'il y avait faute. Alors qu'ils ne se sont jamais plaints. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo-là. Je n'ai pas vu ça, mais ça veut tout dire. Oui, c'était tellement marrant en fait. C'était tellement marrant parce que pour moi, les gars se cherchent des excuses. En tout cas, c'est mon avis. Ou bien tu as vu ça? Je suis d'accord. Je suis franchement d'accord. C'est vrai que
au fil de la compétition, c'est un peu comme ce qui s'est passé à AFCON. C'est-à-dire que l'événement final de la finale Maroc-Sénégal, ce qui a cumulé à ça, c'est vraiment les petites décisions ici, par là, les rumeurs, ce qui se disait, etc., jusqu'à ce que le moment arrive et puis tout a explosé. Et j'ai l'impression que dans la tête des Égyptiens, c'est un peu ce qui se passe. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées au préalable. Tu vois, il y avait déjà les événements de ce que Trump a fait, les soupçons de corruption, Argentine favorisée, machin. Tout ça, ça passe dans la tête des gars. Ça se voit, en fait, de tous les joueurs et tout. Et ensuite, il y a eu le fait que les Égyptiens, au stade, ils ont été les seuls à être fouillés comparés aux Argentins. Il y a eu plusieurs vidéos en ligne de ça qui montrent que, mais pourquoi vous laissez les Argentins passer, vous nous fouillez systématiquement. Donc, peut-être que tout ça, ça te met dans un sentiment de, ah ouais, c'est le monde contre nous, etc., etc. Et je pense que peut-être ça qui a accumulé dans les têtes. Mais comme tu as dit, je suis complètement d'accord. Ça ne suffit pas, en fait. Vous ne pouvez pas excuser le fait que vous avez perdu un avantage de 2-0 à 10 minutes de la fin, juste sur le fait que l'arbitre vous a volé. Attends, mais si l'arbitre voulait vous voler depuis longtemps, il l'aurait fait. Vous n'aurez même pas eu. Il allait refuser vos débuts. Voilà. Donc, c'est pas équitable. C'est l'arbitrarisation. Oui, et ce que tu dis, c'est un point très valide. Hein, c'est un point très valide. C'est tout ce qui se passe. C'est-à-dire que cette Coupe du Monde, sur le terrain, c'est merveilleux, mais hors du terrain, c'est n'importe quoi. Et c'est la FIFA qui doit être blâmée pour ça. Je suis vraiment d'accord avec toi qu'avec beaucoup d'événements qui se passent hors du terrain, il y a vraiment ces soupçons-là. Ces soupçons-là. Mais qui pour moi sont plus accentués quand il s'agit de l'Argentine, au fait, parce que les Cristiano Boys sont dehors, ils vont faire tout le tapage possible. Ouais, je pense que c'est un peu plus accentué, mais je suis amplement d'accord avec toi. Ça, c'est la faute à la FIFA de ne vraiment pas cadrer ce truc-là, en fait. Il y a trop de trucs hors du terrain, avec la débâcle de l'affaire Balogun, le Balogun. Il y avait même le Cristiano Gate que les gens ils ont fui. Ils ont plus parlé de ça. Ils ont enterré ça. Ils ont enterré ça. Mais depuis là, bon, là, c'est compliqué. Là, aujourd'hui, on voit que bon, l'Angleterre, ils veulent aller faire une pétition. Une pétition pour aller récupérer leur gars qui a pris le rouge. Bon, tu vois, ça c'est créer des précédents où la FIFA ne va pas s'en sortir. Parce que là, pourquoi refuser pour un et puis accepter l'autre? C'est ça. Voilà. Si vous nous faites sortir des articles qui nous disent que nous, on peut suspendre les trucs pendant de 1 jusqu'à 4 ans, ben vous allez suspendre les trucs pour tout le monde. Quoi, en fait. En tout cas, et ça brise l'intégrité du sport. Et c'est vraiment honteux pour la FIFA. Et pour moi peut-être qu'on va parler un peu après, mais Infantino, moi, je pense qu'après ça, là, lui, il doit partir parce que là, il fait du n'importe quoi. Mais bon, revenons au football. On va laisser la politique. Finalement, Messi qui survit. On a vu un grand Messi pendant 10 minutes, mais pendant 80 minutes, c'était vraiment la galère. Mais il faut dire aussi qu'il y avait un grand gardien du côté de l'Égypte. Comment il s'appelle ce gars? Les Égyptiens, ils ont toujours des grands Toujours un gardien, mais un gardien. Chobir, oh my God. En tout cas, c'est qui ça? Il était en train de faire le match de sa vie, ce Chobir. Il était trop fort. C'était des parades sur parades. La meilleure parade, c'était celle de Alvarez, là, quand le gars. Oh my God, ça, c'était vraiment. Là, moi, je me suis dit que. Il y a des jours comme ça, et l'Argentine, ils peuvent rester là 15 jours, ils ne vont pas marquer. C'était un jour, ça ressemblait à un jour comme ça. Mais c'était ça. Ça jusqu'à la 80e, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Quand tu vois Messi rater des pénaltys, il rate aussi une autre occasion, le coup franc qui tape le poteau. Il y avait trop de trucs. La tête à bout portant de McAllister. Il y avait trop de trucs au fait dans ce match. Mais bon. À la fin, mais qu'est-ce que tu penses qui n'a pas vraiment marché avec les Égyptiens à la fin, en fait? Est-ce que c'est l'éternel malaise africain de la gérance de match? Mais c'est tout ce que je peux dire. Il n'y a pas d'autre explication. Vous êtes 2-0, le match est confortable, vous dominez. C'est comme, on voyait l'Argentine était déjà dehors à la mi-temps. On voyait que non, mais il n'y a aucune issue pour l'Argentine, en fait. L'Égypte est là, ils ont un plan de jeu qui marche. Je ne sais pas, c'est sûrement ça. C'est pratiquement la conclusion qui nous reste. C'est que les équipes africaines doivent vraiment travailler sur leur mental dans les dernières minutes. C'est l'évidence, en fait. On a combien de cas maintenant? Ça fait pratiquement 5 cas dans cette Coupe du monde là même. Donc, c'est difficile à nier, en fait. Ouais. En tout cas, c'est ça, hein, c'est exactement ça. Une fois, 2 fois, on va dire que c'est la malchance, mais là, combien de fois, là, ça devient compliqué. Et bon, on attribue ça aux Noirs africains, mais là, la maladie se propage au Maghreb.
Et ouais, c'est ça en fait, c'est ça. Ouais. Bon, l'Argentine qui passe in extremis, on peut le dire, et bon, ils passent en quart de finale, hein, et puis bon, ils seront contents, ils font leur bon bout de chemin. Ça va les galvaniser tout ça aussi. Ouais, mais ça fait 2 fois aussi qu'ils se font peur. On avait dit la dernière fois que le choc capverdien allait les galvaniser, mais aujourd'hui, ils se font très peur. Et bon, ce question, on va en parler quand on va continuer. Colombie, Suisse. 0-0, la Suisse qui s'en sort au penalty, au tir au but, pardon, au bout de tir au but, 4-3. Un match serré, un match de 2 équipes qui jouent. Pour moi, c'était vraiment la même équipe qui s'est dupliquée. C'est vraiment, ça vient avec le même game plan. Ouais. Et ça va rester solide jusqu'à la fin. Essayer de se créer des occasions ici et là. Et bon, s'il n'y a pas, bon, on va tenir jusqu'au tir au but. Et puis, bon, voilà, c'est le sort. Le sort a décidé que c'est la Suisse qui passe. Moi, je voyais, pardon, la Colombie favori dans ce truc-là. Mais j'ai trouvé que, à part peut-être quelques petites sorties, ils ont joué un peu avec le frein à main pour moi. Ils n'étaient pas la Colombie on aurait voulu voir, en fait. C'est ça. Parce que offensivement, il y a du talent. Offensivement, normalement, ça ne doit pas être votre plus grand problème. Mais dans ce match-là, c'était tellement évident, surtout quand tu n'as pas un Luis Diaz en pleine forme. Un Luis Diaz qui est dans son match. Quand il n'y a pas ça, il n'y a plus rien en fait. Et comme tu as dit, les équipes se sont complètement neutralisées, pratiquement le même plan de jeu. C'était un peu dommage pour la Suisse de ne pas avoir notre gars Mazambi. Parce que je pense qu'il aurait pu faire quelque chose, parce que c'est lui ce qui apporte offensivement, réellement en fait, dans cette équipe. Ouais, c'est lui les jambes en fait. C'est ça. C'est lui les jambes, c'est lui qui sait porter le ballon. Granit Xhaka, il est bon, mais lui, c'est plutôt un passeur et un organisateur, mais bon, il a besoin de jambes autour de lui. Exactement. Et tu sentais que ça manquait beaucoup parce que les occasions étaient vraiment limitées. Et les 2 équipes, quand même, ils ont eu des occasions pour marquer, mais tellement de ratés, tellement de voilà quoi. Donc, ouais. En tout cas, ouais, ce match-là s'est terminé un peu comme quand on voyait la physionomie du match. Je pense que c'est toi qui l'a dit. C'est direct penalty de ce qu'on voit. D'après ce qu'on voit. Dès la première mi-temps, tu es là, ouais, non, il ne voit même pas quelqu'un marquer. Ouais. Et moi, je pense que même si quelqu'un marquait, l'autre, il y aura une égalisation. Égalisation juste après. C'est ce genre de match-là qui, quand tu voyais, ça partait aux prolongations, ça partait au tir au but. À moins qu'il y ait vraiment un exploit voilà, de dernière minute. Et il a failli l'avoir, hein, si tu te rappelles. Il y a eu l'erreur de Granit Xhaka en fin de rencontre. Il a failli les trucs, mais le gars, il panique. Comment il s'appelle ce gars? Il panique, il jette le ballon alors que tu es vraiment... C'est Richard Rios, je pense, non? Richard Rios. Rios, ouais, peut-être ça doit être peut-être lui. Bon, je ne me rappelle plus de son nom. C'était un des remplaçants là qui est rentré. Non, c'est Campas. Voilà, Campas qui est rentré. Granit Xhaka qui perd le ballon et ils vont faire un cadeau pratiquement. Tout ce que tu as à faire, c'est de cadrer ce match, cette balle-là. Et puis, bon, voilà, tu la mets au-dessus, vraiment lamentablement. Et bon, après ça se sentait. Les Suisses, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, ce sont des vieux routiers, ce sont des habitués. Ce sont des gens qui leur style de jeu est vraiment, ils sont là, ils énervent, ils sont toujours là. Ils sont des pestes, au fait, ces gars-là. Toutes les compétitions, c'est comme ça. Et aujourd'hui, ils passent, ils ont la chance de leur côté. Malheureusement pour la Colombie, qui je voyais avec la Norvège être notre dark horse, si tu veux, mais ils sortent. Et bon, ça va leur faire mal, parce que je pense que avoir la Colombie, avoir la Suisse. La Suisse, voilà, 16e. C'est un cadeau. C'est bon, pas franchement un cadeau, mais c'était vraiment parmi les autres équipes abordable pour eux, quoi. Voilà. Ouais. Ça pourrait être le Canada aussi, voilà. Donc voilà, donc la Suisse qui passe en quart de finale. Ok, alors prochain match, on va parlons de ce Portugal-Espagne. Portugal-Espagne, peut-être la dernière danse du CR7, du Cristiano Ronaldo, mais le connaissant, peut-être pas. Il a encore c'est sûr. Surtout que la prochaine Coupe du Monde, je crois, se passe chez eux là-bas. Hein, voilà. Oh non, c'est impossible. Je crois qu'ils sont qu'au pays hôte.
ils sont co-hôtes Ouais, c'est ça, prochaine, avec l'Espagne et voilà, le Maroc et tout. Ouais. Donc, si ça se passe chez lui, à 45 ans, je le vois bien. Man, c'est impossible, ça sera juste inacceptable. Pour qui? Inacceptable pour qui? Pour tout le monde, pour le Portugal, ça doit être inacceptable. Non, pas pour les fanboys. Les fanboys militent pour qu'ils reviennent. Mais Roberto Martinez, ils l'ont chassé, donc il y a espoir. Parce que c'était lui le plus grand. Ouais, mais la dernière Coupe du Monde, Roberto Martinez n'était pas là, mais il était. L'autre entraîneur, il est bon. C'est vrai que l'autre entraîneur le mettait sur le banc, il y avait scandale le fait de la dernière Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai, avec Roberto Martinez, moi, je ne sais pas pourquoi le Portugal va. Vous ne l'avez pas vu ces dernières années-là? Vous ne l'avez pas vu avec la Belgique? La génération dorée de la Belgique, vous n'avez pas vu ce qu'il a fait avec eux? Et vous le prenez et il vient saccager vous aussi, votre génération dorée aussi. Il fait pareil. Voilà, donc dans ce match-là, bon, un match vraiment, la bataille du milieu de terrain, comme je l'ai appelé, c'était vraiment, il n'y avait pas grand-chose en termes d'occasion nette. Je trouvais que le Portugal avait quand même bien commencé. Roberto Martinez, je ne le comprends pas. Tu as un Raphaël Leao qui avait au moins première mi-temps, le dernier match, il était vraiment intenable. Ouais. Dans un match comme ça, tu vas l'enlever. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas vraiment discipliné dans le retour défensif et c'est le côté de Yamal. Mais toi aussi, tu as tes atouts. Tu ne peux pas jouer l'adversaire comme ça. Toi aussi, tu es un des favoris de voilà, de cette Coupe du Monde-là. Pourquoi jouer l'adversaire? Moi, je trouvais qu'il était très négatif dans son effectif. Et puis après, bon, l'Allemagne, l'Espagne, c'était pas vraiment meilleur non plus, hein, mais moi je pense que l'Espagne c'était juste un peu au-dessus. Mais c'était un match aussi qui ressemblait à des prolongations et même des tirs au but jusqu'au coup fatal de l'affaire. Et Mikel Merino, est-ce qu'il y a un joueur plus clutch que ce gars-là, vraiment? Franchement, c'est incroyable la manière dont il fait ça, quoi. Parce que quand il est rentré, tu te dis, ce gars-là, il peut faire quelque chose. Parce que c'est le gars qui est jamais typique. Il est toujours entre les lignes, il est toujours dans un endroit où il n'y a personne qui le voit. C'est comme si tout le monde le néglige, en fait. Et puis, avant que tu te rendes compte, le gars est tout seul, il marque. Et ouais, c'est ça qu'il a fallu pour débloquer ce match qui était vraiment, comme tu as dit, la bataille du milieu. C'était super tactique. Il n'y avait pas vraiment d'opportunité. Mendes et Yamal se sont complètement annulés entre eux là-bas. Mendes a eu un gros match avant qu'il sorte. Même si souvent Yamal aussi l'a quand même dribblé quelques fois, mais ça n'a pas vraiment payé en fait. Et ouais, franchement, c'était une performance, ce match-là, vraiment, c'était tellement ennuyeux. Une performance vraiment assez, pas du tout satisfaisante des deux équipes. Mais c'est sûr que l'Espagne va se sentir vraiment heureux de marquer à la fin comme ça. Parce que les deux équipes méritaient quand même, vu qu'elles étaient à égal pratiquement, ils méritaient de gagner ce match. Et l'Espagne marque, c'est pas comme s'ils l'ont volé, hein. C'est comme si, voilà quoi, c'est un peu la physionomie du match. Ils ont mis la pression juste au bout, et voilà quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que dans ce match-là, l'Espagne, comme la possession de balle et même l'expected goal le montre ici, hein, l'Espagne était juste un peu au-dessus, mais il n'y avait pas grand-chose dans ce match. Roberto Martinez, qui, encore une fois, moi je pense que c'est lui qu'on doit blâmer, hein, c'est pour côté Portugal. Parce que non seulement je parlais de Léa, mais non seulement tu as le gars qui te donne la victoire dans le match précédent, Gonzalo Ramos. Qui même pas dans le jeu. Dans ce match-là, tu vois Ronaldo qui est vraiment inexistant. Qui n'a rien foutu. Je ne sais pas, qu'est-ce que Ronaldo a fait? Il n'a rien foutu. Il n'a rien foutu. Et moi, je ne blâme même pas Ronaldo. Il a 41 ans. C'est un joueur dont lui va vouloir jouer. Mais c'est à l'entraîneur d'être fort pour dire que mais aujourd'hui, non, il faut que je mette le gars parce que j'ai envie de gagner. Non, c'est pas un match de groupe ou quelque chose. Il n'y a pas d'autre chance. Voilà, il n'y a plus d'autre chance. C'est un match de qualification directe. C'est pas un match de testimony. C'est pas un de testimony. C'est pas le Ronaldo show. Tu veux passer. C'est ça, en fait. Voilà. C'est comme s'il y avait un agenda pour que forcément le Portugal, s'il doit gagner, c'est Ronaldo. Voilà, ça doit être lui forcément. Il faut que ce soit lui qui vous donne le but de la victoire. Et écoute, le gars, il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire.
C'est dommage, mais il ne peut rien faire. C'est clair pour tout le monde qui le voit. Hein. Un back contre l'Ouzbékistan. Oh, bien sûr, ça, l'Ouzbékistan, mais malheureusement, tu ne joues pas l'Ouzbékistan tous les jours. Tu ne joues pas la Lettonie tous les jours. Tu ne joues pas le Liechtenstein tous les jours. Tu joues pas. malheureusement pour toi. Donc, un back, voilà. Well, you are back to Lisbonne. Ouais, donc, ouais, pour moi, Martinez les a saccagés. C'est vraiment un des pires entraîneurs de ces derniers temps-là. Moi, comme je l'ai dit, je ne sais pas comment on peut regarder ses prestations en Belgique avec cette génération dorée, avec les deux Boyne qui étaient rouges, avec le Lukaku qui était jeune, avec même les Mertens qui étaient là et tout ça. Ouais. Et venir le choisir pour gérer cette équipe-là qui avait pour moi un gros potentiel pour aller loin dans cette compétition. Mais bon, l'Espagne passe avec un peu de chance, mais aussi avec une passe miraculeuse de comment il s'appelle le gars c'était pas c'est le gars du Barça là. Daniel Mo. Non, c'est Ferrez, comment il s'appelle? Ferran Torres. Voilà, Ferran Torres, passe lumineuse pour en plus il avait essayé une passe comme ça avant, juste auparavant, une personne a lu, et après il a refait une passe. Il a refait la passe, encore. Ouais. En tout cas, il vient, il change le match. En tout cas, les changements espagnols ont changé le match pour eux et ils s'imposent 1-0. Voilà. Ben, maintenant, on va passer aux pays hôtes, les pays hôtes qui eux tous, c'est comme s'ils se sont entendus. Bon, écoutez, 16e de finale, on va tous rentrer. Voilà, comme ça. On a fait assez comme ça. On a fait ce qu'on pouvait, on a fait ce qu'on. Objectif atteint, voilà. Donc, Maroc 3, Canada 0. Vraiment, les Canadiens ils se sont bien débrouillés en première mi-temps. Ils ont rendu un peu le match un peu compétitif. Les gars, ils ont poussé un peu. Mais deuxième mi-temps, après le premier but, voilà, ça implose. Ça a implosé. La fois qu'ils sortent, boum, boum, boum. Voilà, parce que c'est même pas un grand match du Maroc. Hein. Ce Maroc-là qui passe, mais qui n'a pas encore montré. Voilà, il n'a pas encore montré. Moi, je n'ai pas encore vu le Maroc qui a montré un match où vraiment voilà, mais dans ce match-là, c'est le Canada qui. Je pense que la pression de tout ça a l'air un peu venir. Dans la tête. Et voilà. Ils ont joué une équipe qui est meilleure que eux et il n'y avait vraiment rien de prévu pour régler ces problèmes-là, pour pouvoir battre cette équipe. Donc, victoire logique. Franchement, le Maroc a fait ce qu'ils ont fait sans forcer. Donc, eux, franchement, leur vrai test arrive. Le vrai test arrive en tout cas et on va en parler tout à l'heure. Deuxième pays hôte. C'était bien sûr le Mexique. Quel match Mexique, ce Mexique-Angleterre là. Un match vraiment de fou. C'est le match de la compétition. Le match franchement, match de la compétition. Là, tu l'as dit. C'était vraiment fou. Avec un grand Bellingham. Et ce Bellingham là, on aura tout dit. Pour ceux qui nous suivent, ils savent un peu ce qu'on pense de ce Bellingham là. Mais là, il est en train de fermer notre bouche un peu de faire une compétition de ouf là. Masterclass. Il a fermé toutes les bouches, franchement, toutes les critiques. Voilà quoi, il a montré au monde sa vraie valeur qui est un charbonneur, un box-to-box. En fait, en Angleterre, il est dans ses meilleures qualités. Ouais. Et il a démontré ça parfaitement. Voilà quoi, c'était le Bellingham Show parce qu'il ouvre le score, il met le deuxième et il est toujours là dans le match, même jusqu'à la fin, en train de défendre. Je ne croyais même pas possible de le voir toujours sur le terrain à 10. Ils étaient à 10 pendant un bon moment. Et ce gars-là, c'est lui qui charbonne, qui fait le boulot de 2-3 joueurs au milieu. C'était incroyable sa performance. Quelle performance de Bellingham. Il a mangé un gorille ce jour-là. Franchement. Mais le Mexique qui ne s'est pas laissé faire. Parce qu'à 2-0, prendre 2 buts, coup sur coup, comme ça, c'était pas évident. Moi, je pensais que les têtes allaient s'effondrer sur le terrain. Mais les gars se réveillent avec Quiñones qui marque le but juste avant la mi-temps. Et ça pousse.
Ça fait que le match était vraiment, vraiment. C'était un match vraiment à vivre, quoi. On peut Électrique. On peut pas expliquer. Moi, je sens que je suis trempé de sueur. Moi-même, je suis à la maison, je suis trempé de sueur. Ah non, c'était vraiment électrique. Surtout l'ambiance des Mexicains et tout ça. Ah ouais. Le match de la compétition jusqu'à présent. Franchement, les émotions même à la fin, c'était incroyable. Moi, je voulais que le Mexique gagne. Je ne vais pas me cacher. Je pense qu'ils avaient quand même mérité ça un peu. Surtout sur la physionomie du match. C'est vrai qu'ils se sont pris ces 2 buts-là qui les ont complètement... Ça les a vraiment handicapés. Ouais, le 3e but aussi, parce que bon, les Anglais sont à 10. Hein, tu as une chance de revenir dans le match. Tu as 2-1. Là, tu te dis que tu vas les trucs. Mais puis là, Gordon avec une percée voilà, qui va. Et puis le gardien qui... Moi, ça m'énerve toujours de voir ce genre de penalty là chez les gardiens. Parce que vous réfléchissez pas ou quoi? Tu sais que le gars, c'est ce qu'il va faire. Il va vouloir te contourner. Mais pourquoi venir tellement fort? Bon, je sais pas, moi, je suis pas gardien, donc je sais même pas. Mais pourquoi venir tellement fort sur une balle que tu sais que tu seras au 2e, au fait? Parce que le gars, il va arriver avant toi. Mais tu te jettes comme ça. Après, il n'y a pas d'excuse. Moi, je pense que... Et c'était pareil pour le penalty non sifflé pour Harry Kane contre le Congo. Moi, je pensais que je trouvais que c'était un penalty là-bas aussi. Les gens me disent que non, Harry Kane était déjà en train de tomber. Doesn't matter. Ici, si il arrive premier, qui touche le ballon, que tu le renverses, pour moi, il y a penalty. Son gardien est un peu plus intelligent là. Qu'est-ce que tu penses? Je suis trop... pour Harry Kane, ah là là. Je pense que pour Harry Kane, c'est parce qu'il a vraiment fait le geste pour avoir la faute. Je pense que peut-être c'est parce qu'il a exagéré un peu. Ouais, mais il y avait contact. Le contact. Et il arrive premier sur le ballon. Il dévie le ballon, il enlève le ballon. Et c'est vrai qu'il traîne le pied. Mais on a vu plusieurs fois que ça en donne. Parce qu'il y a contact. S'il n'y a pas contact, ok. Ça peut donner, ouais. Et comme je dis, je pense que c'est parce qu'il a exagéré que l'arbitre a peut-être dit exagération. Mais on voit le contact. Mais le contact n'est pas proportionnel à sa réaction, en fait. Donc, je te dis encore, OK, est-ce que... Mais bon, en tout cas... À cette vitesse-là aussi, un petit croche-pied, tu es par terre aussi. C'est vrai. Moi, en tout cas, pour Harry Kane, ce n'était pas un penalty. Ah ouais, ici c'était un peu plus obvious, je pense. Je dirais que c'était un peu plus évident de voir ça. C'est ce que je peux dire. Et voilà quoi, ouais. Ce genre de penalty, c'est stupide. Ça a vraiment tout expliqué par rapport à ça. Le gardien, c'est la seule chose que le gars va pousser. Et la plupart du temps, quand il pousse comme ça, il ne peut plus cadrer, en fait. Non, mais laisse-le faire tout ça. Laisse-le. Couche-toi, fais semblant de te coucher pour couvrir au moins un shoot. Ouais, enlève les mains. Voilà, enlève les mains. Tu peux enlever les mains. Tu as tout le temps, tu glisses, tu vois toute l'action, tout se passe en face de toi. Mais c'est tellement bête. Mais ça les a coûté tellement. Parce qu'à partir de là, 3-1, comme tu as dit, revenir 2-0 face à l'Angleterre, même si c'est vrai qu'ils sont à 10 à partir de la 54e, c'est une grosse tâche. Et vers la fin, les Mexicains, ils n'avaient vraiment plus d'idée. Il me dit, attends, vous êtes Mexicains, vous centrez 20 centres à la minute. Il n'y a que Jiménez qui a la tête. Qui a au moins 5'10". Tout le monde est 5'10". Il a juste la moyenne. Tu as les gars comme quand ça il est sorti, mais tu as tous ces titans. Ils ont fait rentrer même Dan Burns. Dan Burns, qu'il a montré, il était monstrueux aussi. Ça veut tout dire, arrête de centrer. Ouais, John Stones qui rentre aussi, qui allait tout, en tout cas vraiment défensivement. Pendant au moins 30 minutes, ces gars-là, ils ont vraiment défendu. C'était vraiment... C'était une masterclass. Hein. Pour moi, c'était une masterclass. Parce qu'à la fin, les Mexicains, comme tu as dit, aucune idée. Ils ne savaient plus quoi faire. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est juste aller sur les ailes et puis faire des centres. Qu'ils savaient eux-mêmes que ça allait revenir. Parce qu'il n'y a personne là-bas pour t'aider, à part vraiment Eric Miners qui, lui aussi, il ne peut pas tout faire tout seul. Voilà. Donc, malheureusement, pour les Mexicains, c'était quand même une belle équipe qui ont vraiment fait ce tournoi-là, qui était vraiment une des équipes les plus fun de ce tournoi-là. Ils ont fait vraiment un beau spectacle. Mais l'Angleterre, qui avance, qui auront sûrement ce problème de latéral droit maintenant, parce que là, là il ne reste plus que Spence. On est obligé de le jouer maintenant. Donc, on va voir ce que ça va donner. Trump va pas accepter. Peut-être que Trump va lui donner un coup de main. Voilà. Et on passe au dernier pays hôte qui, franchement, se fait massacrer aujourd'hui. Se fait vraiment... c'était vraiment lamentable. Défensivement, les États-Unis aujourd'hui, c'était quoi hier? Hier, ouais. Défensivement, c'était limite Ligue 2 anglaise. C'était du n'importe quoi.
Mais tu as Ring dans ta défense. Ring de Fulham, que nous tous on connaît. C'est lui qui gouverne ta défense. Mais bon, jusque-là, il était pas mal. Jusque-là, il était pas mal. Il faisait l'affaire et puis. Ouais. Mais là, aujourd'hui. Ouais, mais bon, dans ce match-là, parlons de la polémique hors terrain d'abord. C'était bien sûr la décision de reconduire Balogun, bien qu'il ait un carton rouge. Carton rouge, peut-être pas mérité, mais carton rouge, certes. Ouais. Hein, s'il a fallu l'appel gouvernemental de Donald Trump. Bon, comment toi, tu as vu ça? Mais c'est du n'importe quoi. C'est le scandale que tout le monde crie, en fait, que voilà, la FIFA est corrompue. Ils ont tout prouvé avec ce geste-là, juste avec un seul geste. Le président n'est pas content de quelque chose, il appelle pratiquement la veille avant le match, ramène-moi mon joueur. Et les gars s'exécutent. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont suspendu la suspension. Ouais. Mais ça, c'est un coup d'État, en fait. C'est ça qu'on appelle un coup d'État. C'est comme j'ai dit, du moment où ils ont déjà fait avec Cristiano Ronaldo, parce que Cristiano Ronaldo ne devait pas jouer les deux premiers matchs. Ouais. Voilà. Donc, du moment où ils ont fait ça, parce que ça a eu des ricochets après, parce que même Caicedo ne devait pas jouer le match contre la Côte d'Ivoire, si tu te rappelles. Parce que lui aussi avait un carton rouge. Ouais. Caicedo ne devait pas jouer, mais comme il y a eu Cristiano Ronaldo, donc les Équatoriens sont allés faire leur doléance par rapport à Caicedo. Et là, maintenant, c'est la même chose, parce que là, ils évoquent la même règle qu'ils ont inventée depuis 2019-2020. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est catastrophique, en fait. C'est super dangereux. Et voilà quoi, il y a beaucoup d'équipes qui vont être tentées d'utiliser ça, se cacher derrière ça ou abuser de ça en fait. Et tu ne pourras pas les blâmer. Et la compétition est encore longue. C'est ça. On est qu'en quart de finale. On n'est qu'en quart de finale. Oh, non, imagine demi-finale, mais même pendant les quarts de finale, il y a un truc comme ça, demi-finale, finale. Ça va plus s'arrêter en fait. C'est un cycle qu'ils ont ouvert qui peut ne plus s'arrêter à moins qu'ils reviennent sur, je ne sais même pas ce qu'ils peuvent faire, mais au moins venir mettre des comment on dit ça même, safeguards, des limites à ces règles-là. Comment tu peux mettre des limites pendant le tournoi si tu as déjà fait des doléances, voilà, les gens vont dire, mais pourquoi ça s'arrête quand en fait? C'est quand est-ce que la règle a changé? La règle que vous avez utilisée, elle est toujours là. Donc non, si on veut l'utiliser. De la même manière, vous avez suspendu lui son carton rouge. Je veux que moi aussi mon carton rouge soit suspendu pendant 1 jusqu'à 4 ans si vous voulez. Mais moi aussi je veux. Voilà. Donc, ils se sont mis dans une impasse pas possible. Et moi, c'est pour ça que je dis toute cette administration de FIFA là. Ils doivent tout dégager. Ça suffit. Ils doivent être partis même depuis hier. Mais bon. Et puis, normalement, il doit y avoir des investigations faites sur ces gars-là. C'est clair. La justice doit s'en mêler parce qu'il y a des enveloppes qui se traînent. C'est sûr. Comment laisser un gouvernement s'ingérer dans les affaires d'une entité qui est supposée être indépendante? Au plein cœur de compétition. Et puis, c'est aux yeux de tous, hein. C'est pas comme si on se cache le matin. C'est la dictature, quand ces gens fait ce qu'on veut. Voilà, faites ce qu'on veut. Vous aurez beau parler, parce que si nous, on a fini de faire. Les excuses bidons qu'on vous donne, si vous ne gammez pas, ça, c'est à vous de gérer. Voilà. C'est une ligne rouge qui a été franchie. Ouais. Voilà. Et là, on ne sait plus où ça va nous emmener. C'est aussi simple que ça. On ne sait plus où ça va nous emmener. Et Dieu merci, le Sénégal ne fait plus partie de la compétition. Sinon, là, on était foutu, là. On était mort. Ça, c'est clair. Mais revenons au football, revenons à ce massacre, à cette débâcle américaine qui choisissent vraiment le pire des moments pour avoir le pire des matchs de leur vie. C'était un match. Bon, de toute façon, cette décision-là aussi a peut-être galvanisé aussi les Belges qui ont leur match by far la compétition des Belges. De toute leur existence, en fait. C'était sans Lukaku, sans même Doku, sans De Bruyne. Le meilleur joueur sur le banc. Les remplaçants ont dit on s'en occupe, on gère ça. On gère. Que Balogun vient, Balogun qui... C'était même pas la peine, quoi. C'était mieux on l'a géré, Pépi. Sérieux. En fait, c'est ça, en fait. Les gens, ça parle de Balogun comme si c'était Messi qui était... Ce gars, il est average at best. Franchement. Il est average. Il est average. Et c'est lui votre sauveur, c'est lui qui devrait venir vous délivrer. Et en plus, vous galvanisez l'autre équipe parce que eux, voilà, ils se sentent vraiment, voilà. C'est ça, en fait. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Le pire, c'est qu'ils ont galvanisé la Belgique.
qui normalement est mou et relax. Parce qu'on a vu contre leur match précédent, contre Sénégal. Voilà, contre le Sénégal, justement. Contre le Sénégal, les mecs s'embrouillaient sur le terrain, ils ont commencé à se fâcher un peu entre eux. Mais on a vu un autre visage d'eux. Parce qu'ils ont été galvanisés entre eux. Et là, vous leur donnez la raison la plus évidente. Vous mettez tout le monde entier contre vous. Et de leur camp, vous venez vous battre. Mais ils n'ont fait qu'une bouchée. Vous ont montré votre niveau, en fait. Voilà, parce que c'est ça, clairement. Non, mais il y avait vraiment des erreurs calamiteuses en défense. Le premier but, comment le ballon ricochet dans l'air. Il y a au moins 6 défenseurs là, tous regardent. Et le gars, il a le temps de venir contrôler le ballon. Et faire le centre. Voilà. En fait, c'est tellement enfantin, quoi. Le troisième but, le gardien, qui, je ne sais pas, il veut faire qui? Tu as contrôlé le ballon, tu es seul. Vas-y, jette le ballon. Mon gars. Il veut faire, c'est pas un fake à la Messi et tout ça. Le 4e but, ils vont donner le match. C'est-à-dire que c'était une erreur. C'était un match gag, man. C'était gag. C'était de la pure plaisanterie. C'était de la pure plaisanterie, en fait. Donc, bon. Non, mais c'est le meilleur scénario. C'est le meilleur scénario. En fait, c'est ça, en fait. Voilà. Vous avez créé ce truc-là. Bon, voilà. Vous allez sortir de la manière la plus idiotique. Oh, lamentable, ridicule. C'était clownesque. C'était clownesque. Ce genre de défense. Je vais te dire que même en Ligue 2 anglaise, on ne défend pas comme ça. C'est pas normal. Non. C'était vraiment calamiteux. Mais bon. La Belgique qui passe, moi je ne voyais vraiment pas dans ce match, moi je voyais les États-Unis, mais bon, pareil. Avec tout ce qui s'est passé hors du terrain, ils n'ont que même à blâmer. Voilà, et bon, la Belgique qui passe. Voilà, on a un dernier match qui est bien sûr ce France-Paraguay. C'était non, on a deux matchs. Deux derniers, ouais. Non, France-Paraguay, 1-0 pour la France. C'était plutôt un match de catch qu'un match de football. De ce match-là, il est plus intéressant par rapport à ce qui se passe hors du terrain, encore une fois. Ça, encore une fois, hors du terrain. On n'en peut plus. Les polémiques, c'est polémique. Oh, cette Coupe du Monde là-bas, franchement, tout ce qui se passe hors du terrain, c'est tu attrapes ta tête, mais tu te dis, mais attends, mais où est-ce Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais ouais, c'est ça, c'était ça en fait le plus intéressant de ce match-là. Parce que, comme j'ai dit, tout le reste, c'était que du catch, on se tape, on se nargue. Et forcément, la France, eux, ils trouvent toujours des solutions. Donc, Désiré Doué vient, il dribble un peu, il tombe. Voilà, pratiquement la seule faute que l'arbitre a. Parce que tout le monde est dans tout le match. Parce que lui aussi, il était en vacances. Oh là là, il était en mode avion, franchement. Il n'était pas là du tout. Et voilà quoi, Mbappé fait le boulot, il transforme son penalty et le match se termine. Et comme tu as dit, après, ce qui en suit, c'est juste incroyable. Parce que je me rappelle bien même regarder le match là et j'ai vu Mbappé ne pas saluer le gardien. Puis j'ai dit, ça fait un peu bizarre, mais tu te dis, mais avec tout ce qui s'est passé, c'est tellement normal. Vous avez fini de taper tout le monde, insulter tout le monde, pousser. Et là, tout de suite, tu veux venir me saluer. Non. Donc, le gars, il lui lance la balle. Il lance le ballon dans le dos, voilà. Et la ministre paraguayenne, elle reprend ça. Elle, c'est tout ce qui l'a énervé. C'est là. Ça lui a permis d'être raciste complètement en ligne. Ça lui a permis d'être raciste, en tout cas. Oui, elle a pris ça comme permission. Oui. Elle a dit qu'elle a 69 ans, donc elle, dans son temps, ils ont l'habitude. Voilà, donc. Ils ont l'habitude, les Blacks, ils ont l'habitude. Voilà, donc. Voilà. Mais bon, écoute, moi, ce que j'ai à dire de ce truc-là, moi, donner de l'importance à ce genre de truc-là, c'est ce qui va peut-être amplifier. On tue le racisme en enlevant tout ça, en fait. En n'accordant aucune importance de ça. Voilà. Et puis après, certains mots qu'ils utilisent, après, ça se dilue dans la nature. Ça se dilue dans la nature. Parce que tu ne peux pas ôter ce genre de comportement-là, ces gens-là, c'est déjà imprégnés dans leur DNA, au fait, dans leur ADN. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Et après, il y a Mbappé qui répond, après elle réplique, elle se joue maintenant la victime, elle crie à l'attaque aux femmes. C'est complètement ridicule. Non, mais elle s'est mis une balle dans le pied avec tout ce qu'elle a fait, en fait. Et c'est comme tu as dit là, c'est mieux d'ignorer à ce moment parce que tout le monde a vu, tout le monde est témoin de son racisme, elle ne doit même pas être à cette fonction-là, normalement, d'ici demain. Donc voilà, elle-même actuellement, son peuple humain le fait aux fesses et voilà quoi.
elle va subir les conséquences de ça c'est sûr. Ben, on espère bien, on espère bien. Mais retour sur le terrain, victoire pour la France. La France qui, pour moi, dans un match comme ça, moi, je sors d'un match comme ça, moi, je suis content. Parce que un match où tu montres que tu peux gagner autrement, tu peux dans l'engagement, dans la bataille physique qui s'est passée là, hein, parce que la France, c'est très flamboyant, surtout devant, c'est les changements de situation, les changements de position et tout ça. Mais aujourd'hui, non, c'était le catch, comme j'ai dit, et ils s'en sont sortis. Ils se sont surpassés, Ils se sont surpassés physiquement. Et bon, dans l'engagement, ils vont dire aussi que, écoute, on peut gagner n'importe comment, en fait. Gagner n'importe comment, quel que soit le challenge qui nous fait face. Et le choc de ce round, c'est bien entendu la Norvège de Haaland qui crucifie le Brésil. Crucifie le Brésil. Et voilà, c'est dans ce match-là, c'était, je l'avais dit en prélude, c'était la bataille Haaland-Gabriel. Haaland, comme très souvent d'ailleurs, n'en fait qu'une bouchée. Malheureusement. Mais tu sais quoi, tu sais quoi, pour défendre Gabriel, le truc c'est que quoi, il va peut-être défendre bien, il va sur peut-être 5 interventions, il va prendre le ballon. Mais la fois où Allen va l'avoir, ça look tel, c'est pas joli à voir en fait. Mais en fait, si tu remarques, c'est pratiquement la même manière en fait. C'est pratiquement la même chose à chaque fois. En tout cas, moi qui regarde, moi qui suis bien sûr supporter d'Arsenal, je regarde les matchs Arsenal-Manchester City. La plupart du temps, c'est de la même manière. C'est-à-dire que, tu as raison, le gars, il va défendre comme un ouf pendant 89 minutes, mais une minute dans le match d'inattention. Et le gars passe derrière lui, il perd Haaland, et puis il se fait oh, lui, c'est la dunk. On a dunk sur lui, mon gars. Il se fait smasher. Oh là là là. Et puis après, ça fait mouche. Après, Haaland, il prend confiance. Son deuxième but, c'était tellement facile pour lui. C'est vraiment une honte pour le Brésil d'encaisser un but comme ça. Franchement. Parce que il était trop relax, il était trop à l'aise devant le grand Brésil. S'arrête, pied gauche, tranquille, c'est au coin. Et il fait une célébration même qui, oh là là, le Brésil, ils ont pris un gros coup sur ce match-là. Franchement. Parce que là, il n'y a plus quelqu'un qui ose même penser que le Brésil est un adversaire de taille. Le Brésil, ça fait bien longtemps que c'est plus... C'est juste le nom maintenant. Hein. Sinon, ça fait peur à quelqu'un. C'est des joueurs qui sont ordinaires, vraiment. Il y a vraiment... Attends, quand tu as ce Brésil-là, il y a qui a même te fait plaisir, même, au fait? Personne. C'est des gens mécaniques, au fait. C'est comme l'Europe, au fait. C'est des gens mécaniques. Il n'y a plus les... même les Neymar, même, qui sont là, qui vont venir faire les petits dribbles, ils vont nous truquer un peu, qui vont changer les situations. Non. Il n'y a plus d'individualité, au fait. Et c'est ce qui faisait le charme du Brésil. Et là, maintenant, ça fait comme une équipe. Mais bon... ils avaient un bon coach, Ancelotti, on pensait qu'il allait pouvoir les aider, mais bon, il y a des limites, il y a vraiment de grosses limites dans cette équipe. Il faut dire aussi que sur ce match, en tout cas, grosse faute à Vini, parce que c'est lui un peu l'élément, tu vois, l'élément X, le facteur X de cette équipe-là. Refuser le penalty, Refuser le penalty, mon gars, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne pensais pas possible qu'il allait donner ça. C'est vrai que Guimarães, c'est un bon tireur. Il tire beaucoup de pénalty à Newcastle. Et quand il a pris le ballon, franchement, il dit il va marquer. Mais le fait que c'est Vini qui lui donne le ballon, est-ce qu'il n'a pas fui ses responsabilités-là? Parce qu'il n'y a aucune raison, franchement. Ouais, peut-être bien. Peut-être aussi qu'il se dit que le gardien adverse l'a étudié, lui, par rapport à Guimarães, et donc ça va lui donner plus de chance. Mais de toute façon, les pénaltys, c'est normalement, c'est ton joueur, c'est ta star qui doit la prendre. C'est ta star qui doit la prendre. Mais bon, il rate le penalty, mais il y a encore beaucoup à jouer. Il ne montre rien. Le Brésil ne montre pas grand-chose. Et voilà, le fait de prendre Neymar au lieu de Joao Félix, Joao Pedro,
lui était en forme, et un Neymar qui n'a vraiment rien apporté. Lui aussi, on lui donne un penalty de retraite. Moi, je ne sais pas pourquoi tu pleures à la fin, en fait. Moi, je ne sais pas pourquoi tu pleures à la fin. Avec tout ce que tu as fait devant le gardien quand tu as marqué, là. Je n'ai même pas compris. Je ne sais pas de quoi il parlait. Mon gars, tu es mené. C'est la fin du match. Est-ce que tu sais que tu sors? C'est pas un match de ligue. Il réalisait pas. Après, en fait, c'est après il a réalisé, il a commencé à pleurer. Parce que sur le moment, pour lui, il est tellement dans la fête, mon gars. J'ai pas compris sa réaction. J'ai pas compris. Vraiment lamentable de finir comme ça, mais bon. Au moins, il a eu son penalty de la gloire. Voilà. Voilà. Bon, ça, c'était le tour de table des matchs de 16e de finale. Les gars, laissez-nous savoir si vous êtes d'accord avec nous, si vous êtes d'accord avec nos analyses. Et on veut aussi vous écouter par rapport à toutes les polémiques qui se passent hors du terrain. Qu'est-ce que vous pensez de cette FIFA-là? Et est-ce qu'elle avantage certaines équipes par rapport à d'autres? Et dites-nous en commentaire, s'il vous plaît. On veut vous entendre.